L'ADAC est heureuse de vous accueillir ce soir pour son Histoire en marche, en attendant son prochain son et lumière programmé pour 2016. Le spectacle qui vous sera présenté est gratuit, mais nous proposons à la vente des programmes au prix modique de 2 €. Si vous avez des questions à poser, nous vous demandons de ne pas interrompre le spectacle. Nous serons à votre disposition pour y répondre en fin de parcours. Nous vous remercions de votre participation et vous souhaitons une agréable promenade. Je laisse la place à Marie-Annick qui va vous conter l'histoire de la statue de l'Égyptienne. Cette statue aurait été installée dans les années 1930 sur cette place. Selon l'inscription sur le socle, elle serait le don de Julien Grouard à la mémoire de ses parents. Qui était Julien Grouard? D'après certaines recherches, 2 Grouards ont été trouvés. François Grouard, né en 1761, et Pierre Grouard, né en 1790, tous les deux commis au fourneau de Clouy-Dessous. Au fourneau, on coulait la fonte pour des enclumes, des lanternes de moulin. Le commis du fourneau est aussi appelé régisseur, c'est l'homme de confiance du maître des forges. Y a-t-il une relation entre Julien Grouard et les 2 Grouards des forges de Clouy? C'est peu probable. Autre information, à Pondichéry, comptoir français en Inde, devant la gare, existe la même statue que celle de Neuvy. Une égyptienne debout sur un socle et tenant un globe entre ses 2 bras levés. Cette statue a été réalisée par un sculpteur français, Mathurin Moreau, né en 1822 à Dijon. Dans le cadre de sa collaboration avec les fonderies du Val d'Osne, il a produit une centaine d'objets décoratifs, des candélabres, des vasques, des fontaines, des statues, des torchères. Ses œuvres sont très répandues en France et à l'étranger. En Algérie, à Miliana, dans le jardin public, existe également une statue égyptienne. Notre statue pourrait donc être l'œuvre de Mathurin Moreau et offerte par un certain Grouard à la mémoire de ses parents. Quelle que soit son origine, les habitants de Neuvy sont maintenant très attachés et la considèrent comme faisant partie de leur patrimoine. Joseph-Alexandre Tabot de la Touche, dit Henri de la Touche, est né à La Châtre le 2 février 1785. À Paris, il fait son droit, puis se lance dans la vie littéraire. Il écrit des pièces de théâtre, des romans, des poèmes. Il crée plusieurs revues, le Mercure du 19e siècle, puis en 1830, le Figaro où il est directeur. Son œuvre est peu connue, mais pour ses contemporains, il est décrit comme un homme à l'esprit vif. Il savait découvrir les talents, a encouragé George Sand à écrire, a publié André Chénier et apporté un soutien à Honoré de Balzac lorsque celui-ci s'est retrouvé menacé de faillite, poursuivi pour retard de livraison à un éditeur. Nous sommes en pleine époque du romantisme. Paris bouillonne d'écrivains qui vont rester célèbres dans notre littérature française. Certains d'entre eux ont fréquenté Henri de la Touche, notre célèbre George Sand, Balzac, Chopin, André Chénier. La littérature est une ressource illusoire. Et moi qui vous parle, malgré la supériorité de ma part, je n'en tire pas 1500 francs par an l'un dans l'autre. 1500 francs? Mais si j'avais 1500 francs à joindre à ma petite pension, moi je m'estimerais très riche. Et je ne demanderai plus rien au ciel, ni aux hommes, et pas même une barbe. Je vais vous proposer quelque chose, Georges. Au Figaro, dont je suis le directeur, j'emploie Pia et Sandeau. Vous pourriez vous joindre à eux et je vous paierai pour la rédaction de vos articles. Je vous remercie, Henri. Eh bien, cela me permettra peut-être de payer mon loyer. Par contre, je viens de lire un de vos romans. Il est détestable. J'espère qu'un jour vous en écrirez un de bon.
allez me faire beaucoup de critiques. Mais vous verrez un jour, je serai célèbre. Peut-être. Et ce jour-là, je serai jaloux de vous. En attendant, je vais vous dire ce qu'il faut faire pour écrire un roman. Le roman, c'est la vie racontée avec art. Vous êtes une nature d'artiste, mais vous n'êtes pas dans la réalité. Vous êtes trop dans le rêve. Laissez-vous enseigner par la destinée et tâchez de rester poète. Vous n'avez rien d'autre à faire. Merci pour vos conseils. Mais vous, Honoré, que pensez-vous de l'inspiration? Moi, j'aime les êtres exceptionnels. D'ailleurs, j'en suis un. Il m'en faut pour faire ressortir mes êtres de lumière. Je ne les sacrifie pas sans raison. Je les grandis. Je les idéalise en sens inverse de leur laideur ou de leur bêtise. Je donne à leur difformité des proportions effrayantes ou grotesques. Vous ne le sauriez pas. Vous faites bien d'ailleurs de ne pas vouloir regarder des êtres ou des choses qui vous donneraient le cauchemar, idéalisés dans le joli et le beau. C'est un ouvrage de femme. Votre opposition d'idées et de sentiments font que ma tête se perd dans un chaos de contradictions. Je mettrai donc à la porte de mon souvenir tout ce qui m'est posé en exemple, en ne fouillant pas, mais dans ma propre individualité. En tout cas, laissez tomber l'aquarelle et consacrez-vous à l'écriture. Je ne prodigue pas des conseils à Georges comme vous de la touche, car j'ai le regret de vous dire qu'en matière d'écriture, vous n'avez pas l'art de préparer des scènes, ni d'ailleurs celui de dessiner des caractères. Avec vos paroles désagréables, je pense que vous avez oublié notre amitié. Souvenez-vous, lorsque vous avez fait faillite avec votre imprimerie, je vous ai offert asile et aide financière. Je vous en remercie encore. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'écrire une partie de la comédie humaine. Mais vous savez que je suis un forçat de l'écriture. Et pour tenir ce rythme, il me faut du café fort, concassé, à la turque. Il me brûle l'estomac, mais les idées s'ébranlent comme les bataillons de la Grande Armée sur les champs de bataille. Honoré, je vais vous inviter à Nohant, et je vous ferai fumer du hookah et un latakis. Et cela vous permettra peut-être de quitter le café. Avec un grand plaisir, Georges, car vous êtes une femme exceptionnelle. Et ce n'est pas de la touche qui dira le contraire. Bien sûr, Georges est une berrichonne comme moi, et je suis son ami fidèle et sincère. Le pays de la Châtre aura au moins 2 écrivains pour la postérité. Oui, Georges Sand et Henri de la Touche. Bravo. Nous sommes ici dans le parc Boulade-Périgueux. Beaucoup d'entre vous se souviennent de notre maire, Aymar Boulade-Périgueux. Il avait un arrière-grand-père qui avait hérité de cette propriété de sa mère, qui était une Tabot de Clavreul. Et cet arrière-grand-père avait un frère, le célèbre et Ernest Périgueux. Les prénoms. Il descendait d'une famille de grande bourgeoisie de la Châtre où il était né. Mais ce n'est qu'après son mariage avec Angèle Néraud, fille de Jules Néraud, qu'il fit la connaissance de Georges Sand. Ils entretinrent une relation amicale qui dura jusqu'à la mort de la romancière. C'était une époque très troublée et il a été classé rouge. Après la révolution de 1948, il fut emprisonné, assigné à résidence et enfin exilé. Et puis, les choses ont tourné et il a terminé comme préfet de la Creuse en janvier 1880. En 1876, il représentait les Berrichons aux obsèques de Georges Sand et lut son éloge funèbre. Elle est derrière nous, là-bas.
Alors Jean-Baptiste Rochoux-Labouige est né à Neuvy-Saint-Sépulcre le 20 janvier 1735 et il fut baptisé à l'église Saint-Étienne. Licencié en droit, il devint avocat en Parlement et bailli de la baronnie de Neuvy. Chargé d'établir pour Neuvy les cahiers de doléances destinés à être présentés aux États généraux de Versailles, il convoqua, tant au son de cloche que par des avertissements particuliers, l'Assemblée des bourgeois et habitants de la ville. Nommé administrateur du directoire du département de l'Inde, il fut ensuite élu le 29 août 1791 député de l'Assemblée législative. Il décéda en 1805. Messieurs, en tant que bailli de cette ville, je vous ai réunis aujourd'hui afin de rédiger le cahier de doléances du tiers-État et désigner les 4 députés qui seront chargés de le porter à l'Assemblée. Vous représentez les différentes catégories sociales de Neuvy, à savoir les gens de justice, les bourgeois, les chirurgiens, les marchands, les tailleurs, les aubergistes, les perruquiers, les serruriers, les cordonniers, les laboureurs. Messieurs, qu'avez-vous à dire? Moi, Jacques Tabot de la Roche, je dis que les ordres doivent délibérer en commun et les voix doivent être comptées par tête et non par an. Moi, Hyacinthe Tabot, Chantôme et les autres chirurgiens, demandons que le clergé et la noblesse ne soient pas exempts des avantages pécuniaires dont ils jouissent. Les aubergistes de Neuvy, nous demandons la suppression de la gabelle. Cet impôt sur le sel est trop lourd. Les employés des gabelles portent la terreur de nos campagnes, se font donner à manger et à boire de force, et quelquefois même de l'argent. Oui, le sel est très important pour tout le monde. On ne peut pas garder nos cochonnages sans sel. Ça, c'est vrai. Allons, messieurs, continuez, aubergistes. Il faut rendre l'achat du sel libre et supprimer tous ces fainéants qu'on entretient pour garder les passages ou qui traînent ces malheureux fauçonniers dans les prisons. Nous, les laboureurs, on ne veut plus payer de droits sur les outils pour notre travail. Et puis, quand on tire un coup de fusil pour éloigner les loups de nos bêtes, on est dénoncé par les gardes. Et pourquoi tout le monde il veut donner une poule à la bête tous les ans? Tous les ans. Messieurs, je vous en prie. On ne veut plus de lettres de cachet. Et il faut qu'il y ait des états provinciaux à Bourges et à Châteauroux. Donc, résumons-nous. Qu'est-ce que le tiers-État? Tout! Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique? Rien! Que demande-t-il? À être quelque chose! Messieurs, je vais nommer les 4 députés qui se rendront à Châteauroux afin d'y apporter ces cahiers de doléances. Hyacinthe Tabot Chantôme, Jacques Tabot de la Roche, Michel Tabot de Capolle et moi-même, Rochoux de Labouige. Je vous propose de trinquer au tiers-État. Vive le tiers-État! Cette rue s'appelait autrefois la rue du Pressoir. C'est en 1934 qu'elle devint Jules Caillot. Né en 1845 à La Châtre, Jules Caillot apprit le métier de cuisinier et acquit une telle renommée qu'il fut un certain temps au service d'un prince prussien. Cette information n'a pas été vérifiée. Il est assez étonnant que Jules Caillot, à l'époque où il aura pu exercer le métier de cuisinier, aux environs de 1875, si l'on imagine qu'il eut une trentaine d'années, ait été au service d'un prince prussien, alors que nous étions à cette époque en pleine guerre avec les Prussiens. Profitons tout de même de ce que l'on parle de cuisine, pour vous dire que c'est au XIXe siècle que le service à la française fut remplacé par le service à la russe. Jusque-là, avec le service à la française, les plats étaient tous présentés en même temps. Les convives, debout,
se servaient comme bon leur semblait. Le service à la russe a été introduit par Alexandre Kourakine, ambassadeur de Russie en France entre 1808 et 1812. Le service à la russe fait à la place de chaque convive par une succession de plats, le rôti étant primordial. Les mets sont servis à gauche, desservis à droite. Le vin est servi à droite dans des verres différenciés et multiples. Mais revenons à Jules Caillot. De retour à Neuvy, ce qui veut dire que le fameux prince prussien n'était pas à Neuvy, on s'en serait douté. Il y fonda une société de secours mutuel, la Fraternelle Saint-Éloi. Très généreux, ainsi que son épouse, ils léguèrent une somme de 18 000 francs à l'hôpital de La Châtre pour l'entretien d'un lit destiné à une personne nécessiteuse de Neuvy. Deux églises, l'église de Saint-Étienne qui était derrière moi, qui était, je pense, vendue après la Révolution comme bien national, et l'autre église, c'était l'église Saint-Pierre, dont les matériaux ont servi à la construction de l'actuelle mairie. Saint-Étienne et Saint-Pierre, Saint-Étienne le premier martyr, Saint-Pierre le premier apôtre. Ça dit donc que Neuvy a été sans doute évangélisée depuis une période très lointaine, puisque placée sous ces deux vocats. Et on pourrait dire qu'on est mieux ici qu'à Colombey, parce qu'on parle de Colombey les deux églises, alors qu'à Neuvy on parle de Neuvy les trois églises. Et puis une curiosité qui date de cette époque de l'église Saint-Étienne, dont on remarque les fenêtres en plein cintre, c'est-à-dire à la forme arrondie du haut, qui signifie qu'on est là dans un style du 11e, 12e siècle. Et ce petit sculpture qu'il y a là, qui est marqué berger, est daté de 1721. Alors ce berger, est-ce l'image du bon berger, à savoir l'image du Christ? Est-ce que c'est l'image de Jean-Baptiste? Les paris sont ouverts. Ou le nom du propriétaire qui s'appelait berger, sait-on jamais. C'est par une délibération du 8 février 1931 que le conseil municipal de Neuvy décide d'abord de donner des noms aux rues et aux places de Neuvy. Il y a eu la place Clémenceau, la rue Joffre qui est la route de Franceau, la rue Foch qui prend la direction de la route de Moër, la rue Tabobois-la-Reine qui prend la direction de La Châtre, et la rue où nous sommes qui prend la direction d'Argenton, c'est la rue Émile Florichon. Mais qui était donc Émile Florichon? Émile Florichon, Marie-Émile Florichon, naquit le 17 novembre 1848 à Châteauroux, où il fut bâtonnier de l'ordre des avocats, puis procureur de la République. En 1898, il devient premier président de la Cour d'appel de Paris. Il a été élu sénateur de l'Aisne en 1900 et réélu en 1906. Il préside l'association des anciens élèves du lycée Jean Giraudoux de Châteauroux de 1891 à 1915. Il habitait sa belle propriété d'Archy sur la commune de Moër et il organisait des grandes réceptions. Il y mourut le 11 juin 1915, il avait 67 ans. La légende voudrait qu'il ait été question de sa candidature à la présidence de la République. Et peut-être laisse une légende. Bonne promenade. Vous êtes ici dans la rue Gardy. Je vais vous raconter son histoire. Gardy était un homme averti. Intéressé par le projet de construction d'une voie ferrée Argenton-La Châtre, il entreprit les fouilles en différents points situés au voisinage de la future ligne. Ceci devait le conduire à une extraction de phosphate et à la construction d'une usine à vapeur pour le broyer. Elle se trouvait sur le côté gauche de la route de La Châtre. Il y prélèverait une bande s'étendant de la route de La Châtre à celle de Sarzay, un terrain de 10 mètres de large, excusez-moi, je me suis un petit peu trompé.
et le donnerait à la commune qui s'engagerait à y construire un chemin reliant les deux voies. Le 25 septembre 1903, le conseil municipal acceptait, la rue Gardy était née. Le 10 mars 1895, le conseil municipal décidait que la ville de Neuvy serait éclairée au moyen de l'électricité. Il confiait cet éclairage à M. Gardy, moyennant la somme de 30 francs par an et par bec. D'où venait cette électricité? Elle venait d'une usine située dans les bâtiments au fond de la place Henri de la Touche. La guerre 14-18 perturba le fonctionnement de l'usine, mais les habitants étaient vraiment habitués à ce mode d'éclairage. Et le conseil municipal fut conduit à examiner, le 20 décembre 1918, une pétition émanant d'un grand nombre de personnes demandant que le concessionnaire qui était devenu la société Meige rétablisse la lumière. La guerre étant presque terminée, le conseil municipal décida d'intervenir pour que soit éclairée à nouveau la ville et les particuliers. Nous venons de traverser la rue Thabot-Bois-la-Reine. Mercedes va nous parler de lui. Ah oui, il n'est pas collé là. Je me présente. Catherine. Vous entendez? Oui. Je me présente. Catherine Victoire David de Rouville. Je suis née en 1764 et mon mari s'appelait Guillaume Thabot de Bois-la-Reine. Je me suis mariée le 7 prairial de l'Enceinte. Nous avons eu une fille, Françoise Thabot de Bois-la-Reine. Mon mari était un homme exceptionnel et sa vie fut passionnante. Nous avons traversé une époque où les événements politiques ont entraîné de grands bouleversements dans la société française. Dans toutes ces époques que furent la Révolution, la Convention, l'Empire, les 100 jours, la Restauration et enfin la République, mon mari a exercé des fonctions très importantes. Quel destin! Je vais vous conter sa vie passionnante. Il est né à Neuvy-Saint-Sépulcre le 27 novembre 1755. Son père se nommait Hyacinthe Thabot de Chantôme et son neveu était le célèbre écrivain Henri de la Touche. À la Révolution, il était prévôt connétable de Châteauroux et aussi administrateur du district du département. Il fut élu député de la Convention le 5 Fructidor 1792 et comme il était toujours partisan des idées nouvelles, il s'est prononcé pour la peine capitale lors du procès de Louis XVI. Mais je signale qu'il fut malgré tout hostile à Robespierre et qu'il a même un peu favorisé la réaction thermidorienne. Il fait également partie de la commission chargée de juger Joseph Lebon, qui fut guillotiné en octobre 1795. Le 21 Vendémiaire de l'an 4, il fut élu député de l'Indre au Conseil des 500. Il n'y est pas resté longtemps, car la même année, il a reçu une place d'administrateur de la loterie de la part du directoire. Le 21 Germinal, il fut élu au Conseil des Anciens. Demain, ça ira mieux, ça sera collé sur un carton. Je viens d'avoir la deuxième version il y a 30 secondes. Ces nominations ne s'arrêtèrent pas là. Il fut aussi représentant de l'Indre pendant les 100 jours, ce mandat lui ayant été confié par 47 voix sur 80 par le Grand Collège de l'Indre. Il fut nommé baron de l'Empire le 18 juin 1806 et il se nomma Monsieur le baron de Surat. Lors du coup d'État de Napoléon Bonaparte, dont nous nous étions accommodés, il a repris ses fonctions à la loterie. Il avait 64 ans. Il était temps de mettre fin à ses activités. Et nous sommes rentrés dans notre château de Chamousseau, à Villedieu, dans l'Indre. Il est mort en 1836.
après une vie riche et bien remplie. Voilà son histoire. Ici, rue Adolphe Rochou, dite rue de la Chemiserie. Je passe la parole à Marie-Annick. En 1849, Adolphe Rochou était le maire de Neuvy. Après la bénédiction d'un drapeau acheté par le conseil municipal, Adolphe Rochou fit un discours et salua le nouveau gouvernement qui avait été proclamé et qui avait pris comme symbole la devise « Liberté, égalité, fraternité ». En 1859, sous le Second Empire, Napoléon III fut vainqueur dans les guerres d'Italie de Magenta et Solferino. Il obtenait ainsi, après un plébiscite, Nice et la Savoie. À Neuvy, le conseil municipal et M. Rochou votaient l'adresse suivante. « Sire, vous avez pu dire, comme César, « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». Votre généreuse et noble modération dans la victoire, les profondes sagesses de vos subites résolutions n'ont pas causé moins d'étonnement que la rapidité de vos brillants succès. C'est ainsi que, sous votre régime, la France aura reconquis l'éclat de sa réputation guerrière et de sa générosité chevaleresque. Désormais, son épée pèsera dans la balance qui règle la destinée des nations. Elle sera l'appui du faible et la terreur des nations rivales. Nous avons fêté chacune des victoires de notre invincible armée. Nous avons applaudi à la paix aussi généreuse qu'inattendue accordée aux enfants vaincus. Et si la France était menacée ou obligée de nouveau de secourir ses alliés, vous pouvez compter, sire, à bien plus juste titre que Louis XIV, qu'elle serait prête à sacrifier jusqu'à son dernier enfant et son dernier écu. Il va sans dire que M. Adolphe Rochou et son conseil municipal étaient de fervents partisans de Napoléon III. 18. Le conseil municipal d'alors adresse cette lettre à M. Georges Clemenceau, président du conseil, ministre de la guerre. Le conseil municipal, à l'unanimité, adresse à M. Georges Clemenceau, président du conseil, ministre de la guerre, l'expression de sa vive admiration pour la façon énergique dont il a su conduire la guerre grâce au commandement unique. Il adresse à ses grands collaborateurs, au maréchal Foch, aux généraux, aux officiers, aux admirables soldats des armées de la République qui ont su venger leurs frères tombés et, avec le concours de nos loyaux alliés, démoraliser et abattre l'orgueilleux ennemi pour le triomphe de la justice. L'expression émue et fière de toute notre reconnaissance. 98 noms sont gravés sur la plaque commémorative du monument aux morts qui fut inauguré le 12 novembre 1922. Hé, les biquettes, c'est l'heure de rentrer à l'étable. Mais qui vient par ici? Un mendiant, un voyageur, ou on dirait plutôt un grand seigneur. Ah, cette basilique! Elle méritait bien le don que je lui ai fait. Bonjour, monseigneur. On dirait que vous n'êtes pas d'ici. Bonjour, brave paysanne. Non, je ne suis pas d'ici. Mon nom est Eudes et je suis de Château. Mais il y a bien longtemps que j'ai quitté cette ville pour me consacrer à ma carrière ecclésiastique. Ah, vous êtes un prêtre. Un prêtre? Non, un cardinal. Oh, cardinal. Mon Dieu, un cardinal à Neuvy. Certains de ce village disent que je suis né ici. C'est faux. Mais qu'à cela ne tienne, les divergences quant au lieu de ma naissance n'ont que peu d'importance au regard de mon parcours. Votre parcours? Eh ben moi, mon parcours, eh ben c'est celui de mes chèvres le long des traits de notre Berry. Ah, j'entends bien. Mais moi, quand je parle de mon parcours, cela veut dire
fait vrai, tes chèvres. Bon, alors je vais essayer d'être bref. Donc, très jeune, je suis allé à Paris pour y faire des études qui furent brillantes. Ensuite, je suis devenu chancelier de l'Université de Paris. Chancelier, c'est quoi? J'enseignais aux enfants et aux jeunes gens qui voulaient devenir prêtres. J'ai été aussi nommé chanoine du chapitre de la cathédrale. Et j'ai écrit de nombreux sermons. Vous en avez fait des choses. Eh oui, et je les ai plutôt bien faites. Si bien que notre roi Louis m'a remarqué. Et il m'a souvent demandé d'arbitrer les litiges entre les clercs et de rétablir la paix entre les seigneurs. J'ai même dû intervenir pour remettre de l'ordre dans le chapitre de Notre-Dame. Comment ça, de l'ordre? Ben oui, parce que les chanoines bavardaient pendant l'office. Ah, pour des chanoines, c'est pas bien. Et je n'aimais pas non plus la présence de femmes dans certaines demeures du cloître. Oh, les femmes, elles n'ont jamais fait de mal à personne. Non, bien sûr, mais elles n'avaient pas côtoyé les moines. Oh, les pauvres. Oh, des moines. Il y avait aussi des chèvres, des perroquets et même des singes. Va pour les chèvres. Mais pour ce qui est des perroquets et puis des singes, oh, des créatures du diable. Laissons le diable, laissons le diable. Ce qui importe aux yeux de Dieu, c'est que j'ai eu l'honneur d'être nommé par le pape pour seconder notre bien-aimé roi Louis dans sa croisade de 1245. Mais je vous quitte, monseigneur, parce que moi, les croisades, bah, j'y connais rien. Hein. Et puis mes chèvres, eh ben, elles n'entendent pas. Ah, je reconnais bien là notre bon roi Louis IX. Ah, mon ami, cette croisade a été l'un des plus beaux souvenirs de ma vie. C'est Dieu qui a guidé mon destin, car j'étais presque mourant et j'ai entendu son appel. Roi de France, tu vois les outrages faits à la cité de Jésus-Christ? Jérusalem livrée au pillage? Le tombeau de notre Seigneur profané? C'est toi que le ciel a choisi pour les venger. Pourtant, votre mère, votre épouse et vos frères ne vous conseillaient pas cette croisade. Ils vous trouvaient trop faible. Ma guérison a été un vrai miracle. Et j'ai compris qu'il fallait que je réponde à l'appel de Dieu. Et vous avez bien fait. J'ai été très honoré de vous avoir comme légat du pape et de m'avoir accompagné à cette croisade. Vous m'avez prodigué souvent vos conseils judicieux. Cependant, vous avez trouvé mes conseils un peu sévères, en particulier sur l'île de Chypre, rappelez-vous, où la beauté des paysages et surtout de ses filles échauffait un peu l'esprit de vos soldats. Mon biographe Joinville n'a pas toujours été d'accord avec vous, notamment après la défaite de Mansoura. Ah, Mansoura, cette bataille où votre frère Robert a été tué. Il avait mérité le paradis du royaume des justes. La défaite de Mansoura a été un désastre pour mon armée. Et moi, j'ai été fait prisonnier. Mais contre le paiement d'une rançon, j'ai été libéré. Mon fidèle Joinville me conseillait de rester
Et vous de partir? Oui, parce que je pensais qu'il était inutile que vous restiez. De toute manière, quelque temps plus tard, la nouvelle du décès de votre mère, la reine Blanche de Castille, vous a obligé à partir. Je ne pouvais rester, car ma très chère mère venait de trépasser. Le royaume de France avait besoin de moi. Je suis donc rentré en France et vous en Italie. Mais auparavant, j'ai fait envoyer des reliques dans ce village. 2 gouttes du sang de notre Seigneur Jésus-Christ et un fragment de son tombeau. Pourquoi avoir choisi ce village? Parce que je suis né non loin d'ici et que cette belle église collégiale a été bâtie suivant les plans du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Elle méritait bien un tel trésor, non? Et vous, sire, vous avez aussi ramené des reliques de Terre Sainte? Oui, la sainte couronne d'épines de notre Seigneur. J'ai fait construire à Paris la Sainte Chapelle, uniquement pour elle. Ah, cette relique, il sera vénéré pour l'éternité. Et votre nom, Louis, il sera associé pour toujours. Et vous, votre nom sera associé à celui de Neuvy Saint-Sépulcre.